Une des premières choses qui m'a frappé, hein, et une des choses les plus frappantes pour un visiteur français, familier, plus familier des mobilisations étudiantes chez nous, c'est l'absence d'assemblée générale, hein. C'est une des premières questions que je pose à mes camarades en arrivant, c'est où sont les âgés. Euh, alors là, tout de suite, justement, mes interlocuteurs me disent, donc ici on n'organise pas d'AG, principalement parce que toujours cette inquiétude des infiltrations policières. Donc on ne s'exprime pas, on ne débat pas de la stratégie du mouvement en public. Tout passe, alors d'une part, par donc le forum LIHKG, de manière générale pour coordonner des actions, pour des actions plus spécifiques, tout ce qui est orienté vers les arts de fer protestataires du mouvement, la fabrique d'armements, d'engins explosifs, des projets de nouveaux types de magie, hein. On a des nouvelles formes de magie à l'étude, la magie du poison, la magie des insectes, qui sont actuellement à l'état d'étude. On a des chaînes Telegram où circulent des schémas. Là encore, on a des gens qui réfléchissent de manière extrêmement créative à de nouveaux armements. Mais tout ça se fait dans le cadre confiné de groupes confidentiels, hein. On est quand même dans un contexte, même si c'est Hong Kong, c'est pas la Chine continentale, mais on est dans un contexte de surveillance constante. Lorsqu'on discute de sujets délicats, on va laisser les portables à 20 ou 30 mètres. Systématiquement, on veille à ce qu'il n'y ait pas des oreilles, des yeux qui vous surveillent. Donc une culture quand même de la surveillance qui a été intégrée par les manifestants. Les seuls moments où, en tout cas personnellement, j'ai pu assister à des rassemblements, des entreprises de coordination impliquant plusieurs dizaines de personnes, c'est à la fin du siège, dans la matinée du 18 novembre, lorsque là, la bataille semble perdue, au moins militairement face à la police. Et là, on va avoir des petits groupes de manifestants, soit des combattants, les frontliners les plus aguerris, en armure, qui vont se regrouper, qui vont tenter d'envisager la suite des événements. Des groupes aussi d'occupants plus lambda, moins aguerris, qui là tentent de se concerter, et notamment dans l'optique de trouver des voies de sortie, hein. Il s'agit là de sauver sa peau, d'échapper à la police et à l'emprisonnement. Comme toujours, ces modes d'action font l'objet de discussions, de concertations sur la plateforme LIHKG, hein, donc le centre de commandement virtuel du mouvement, parfois aussi sur certaines chaînes Telegram. Toutes ces propositions se font dans la concertation. Le mouvement fonctionne vraiment sur le modèle du débat et du crowdsourcing à partir de ces plateformes numériques. Et donc, il n'y a pas de formalisation de textes qui circulent. C'est essentiellement des échanges d'idées, d'opinions qui fonctionnent aussi sur le mode du vote, hein. C'est-à-dire que ces forums sociaux fonctionnent comme des agoras numériques avec des propositions, des interventions qui sont validées par le nombre de clics des usagers qui font ensuite remonter les propositions, les interventions sur la page de présentation du forum, hein. Donc c'est comme ça que les différentes propositions sont validées et qu'on a l'élaboration de manière collective de propositions d'action. Une fois que ces propositions d'action sont validées, hein, elles sont tenues pour consensuelles, dans la mesure où le mouvement cultive une culture effrénée du consensus qui tire les leçons aussi des divisions qui avaient fragilisé les épisodes protestataires précédents et en particulier la révolte des parapluies. Alors, ce qu'il faut souligner pour comprendre les enjeux stratégiques de cette occupation, c'est la position géographique de ce campus de l'Université Polytechnique à Kowloon, donc, qui est situé le long d'un des principaux axes routiers qui relie l'île principale de Hong Kong à la péninsule de Kowloon, hein, qui est un des trois grands axes routiers et qui contrôle du coup l'accès à un tunnel routier, le Cross Harbour Tunnel, qui est le plus fréquenté des trois tunnels sous-marins reliant l'île principale de Hong Kong à la péninsule. C'est aussi, c'est aussi l'un des plus populaires, puisque le péage est l'un des, est le meilleur marché des trois péages
de ces axes routiers. Donc l'occupation se met en place à partir du 11. À partir du 13, certains occupants commencent à balancer des cônes de signalisation, des chaises, et à commencer à barricader de manière un peu désordonnée l'axe routier. Là, le trafic est stoppé et à partir donc, du 13, les occupants vont prendre le contrôle de cet axe routier et le fermer à la circulation avec un but explicite qui est assez nouveau, en tout cas dans son ampleur, dans le mouvement, qui est de frapper là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire l'économie, l'activité ordinaire de la ville de Hong Kong. Parallèlement à ce blocage de l'axe routier, les occupants vont barricader l'ensemble des voies d'accès au campus, c'est-à-dire à la fois les ponts autoroutiers et les différentes passerelles qui mènent au campus de part et d'autre de l'université. Alors ces barricades sont constituées essentiellement, comme toujours, hein, depuis le mouvement des parapluies, de parapluies, justement, hein, qui sont un des instruments de contestation les plus prisés des Hongkongais, qui sont multifonctions puisqu'ils peuvent servir de bouclier contre les tirs de lacrymo et les tirs de LBD pendant les affrontements avec la police, mais qui servent aussi de barricades, comme on le voit là sur ces photos, pour se protéger des tirs tendus de la police en contrebas ou sur d'autres passerelles. Le seul accès qui demeure ouvert est le hall principal d'entrée, qui est lui-même barricadé, un poste d'entrée qui est transformé en poste d'immigration, comme les occupants le qualifient, avec une fouille assez intensive à l'entrée, dans le but d'écarter les infiltrateurs de la police. Ce qu'on voit apparaître aussi sur tout le campus, ce sont ces petites barricades de briques, donc des mini-dolmens, qui vont parsemer l'ensemble des voies d'accès au campus, mais aussi les principales voies de circulation à l'intérieur du campus lui-même. Parallèlement à ces barricades, le terrain est miné avec des pièges à crevaison qui sont continuellement, durant toute la durée du siège, façonnés par des équipes d'occupants et qui sont apparemment assez efficaces, dissuadant donc la police de s'enfoncer trop avant sur le campus.